lentille de contact. Et puis, essayez d'avoir la meilleure acuité visuelle de loin à chaque fois, en voulant avoir 10 dixièmes. Chez le myope, on va choisir la sphère non négative minimale. Chez l'hypermétrope, la sphère la plus positive possible. Ça, vous le savez très bien. Et puis, utilisez la méthode du brouillard. Il faut saturer les hypermétropes et sous-corriger les myopes. Bien entendu, laissez toujours le myope dans le rouge, laissez toujours l'hypermétrope dans le vert. On peut, en correction par lentille de contact, négliger un astigmatisme de 0,75 sur l'œil de près. Mais si on a des valeurs supérieures à 4 dioptries, comme vous le savez tous, il ne faut pas oublier de ramener au sommet de la cornée. On va faire, s'il y a un astigmatisme, on va faire nos fameux axes à 90 degrés et refaire notre formule de correction optique. Et puis, on va rechercher l'œil préférentiel de loin. On appelle ça le test du flou réfractif. On va mettre notre correction optique optimale en vision binoculaire. Puis, on va mettre la ligne la plus fine d'optotype lu sans difficulté. On va dire 10 dixièmes ou 8 dixièmes. Et puis, on va placer alternativement devant chaque œil un verre de plus 0,75 dioptrie. Et comme chez les enfants, quand on va rechercher une amblyopie, l'œil préférentiel de loin est celui devant lequel le confort visuel est le plus altéré. Donc, le meilleur œil n'est pas confortable quand on lui donne plus 0,75 en vision de loin. D'accord? L'œil préférentiel de près, c'est le même principe. On va mettre la correction de près optimale en vision binoculaire, mais là, on va mettre moins 0,75 et l'œil préférentiel de près, c'est l'œil qui n'est pas vraiment satisfait en vision de près. Mais, mes chers amis, n'oubliez pas qu'on est des humains et qu'on n'est pas face à des machines et que parfois, en général, on a un meilleur œil de loin et un œil préférentiel de près, mais parfois, on a le même œil qui est préférentiel aussi bien de loin que de près. Et puis, on a d'autres choses qui peuvent imposer le choix de l'œil préférentiel de loin. L'œil le moins myope, le moins astigmate, le meilleur s'il y a une amblyopie. D'accord? Et puis, un autre principe de la correction optique de près, c'est le calcul de l'addition minimale. L'addition minimale, c'est l'addition qu'on va calculer avec un test de lecture placé à 40 cm. Alors, et on va lui mettre la correction optique de loin. S'il ne peut pas lire P2, on va ajouter aux deux yeux des sphères de plus 0,25, plus 0,5, plus 0,75, et ceci jusqu'à ce que le paragraphe P2 soit déchiffrable, pas très bien net, d'accord? Et la somme des sphères ajoutées va donner l'addition minimale. Alors, l'addition minimale qui va donner juste le fait que le paragraphe soit déchiffrable. On va la noter, puis on va ajouter le tiers de la réserve accommodative théorique. Ça veut dire, grosso modo, une dioptrie. Et donc, si par exemple, on a un patient auquel on a placé un test de lecture à 40 cm et il porte une correction optique de loin, on va lui ajouter des sphères positives et il commence à déchiffrer le paragraphe P2 avec plus 0,75. Alors, l'addition qu'on va mettre en lentille, c'est
plus 0,75 plus 1, ça veut dire plus 1,75. D'accord? Il ne faut jamais surcorriger l'addition. Les patients ne vont pas être satisfaits de leur correction. D'accord, mes chers amis? Et après, on va faire l'optimisation de notre correction optique et on va faire lire de loin en binoculaire avec une lumière ambiante. Si l'acuité visuelle est correcte, on ne va rien changer. Et si l'acuité visuelle est insuffisante, on va soit rajouter un plus 0,25, soit moins 0,25 sur l'œil de loin ou au-dessus et diminuer l'addition sur l'œil de loin jusqu'à avoir une acuité visuelle correcte. Faire lire de près en binoculaire avec un spot de lecture. Si l'acuité est correcte, on ne va rien modifier. Sinon, rajouter plus 0,25 ou plus 0,5 sur l'œil de près jusqu'à avoir une acuité suffisante. Tawa, on a pris notre patient, on a fait la meilleure correction optique, la correction optique optimale, aussi bien de loin ou de près. Bien entendu, si la somme est supérieure à 4 dioptries, on va ramener la formule au centre de la cornée, comme vous le savez tous, avec les deux flèches. Et on va commencer à cogiter comment on va corriger ce patient par des lentilles de contact. Le premier principe, c'est le principe de la multifocalité. Qu'est-ce que ça veut dire la multifocalité? C'est que les rétines vont avoir des images, des images qui ont des points focaux différents, aussi bien de loin que de près. Soit en même temps. C'est ce qu'on appelle en simultané. La multifocalité en simultané, c'est le principe de la mouche sur une fenêtre. On peut très bien voir la mouche, mais si on change notre accommodation, on va regarder les nuages. Mais sachez, mes chers amis, qu'en vision simultanée, on ne va pas accommoder les images qui viennent de la mouche et de la fenêtre vont arriver simultanément sur la rétine. Et donc, notre cerveau, le pauvre, il va être confronté à une bizarrerie. Il a toujours eu une seule distance focale grâce à son accommodation, soit des images qui viennent de loin, soit des images qui viennent de près. Et donc, si c'est quelque chose de nouveau, c'est un principe qu'il doit avoir le temps de comprendre, d'où la nécessité d'une accoutumance et une plasticité cérébrale. D'accord? Le deuxième principe de la multifocalité, c'est d'avoir une image de loin en vie. Et donc, le cerveau, à ce moment-là, à un instant T, il aura
une seule distance focale et donc pas de nécessité d'une accoutumance. Mais c'est une vision qui est dépendante de l'axe auquel l'œil va voir. Si l'œil va regarder dans une direction, elle va avoir seulement soit la vision de loin, soit la vision de près. J'espère que vous avez saisi. Alors, cette multifocalité, deux principes de correction, la vision alternée, donc soit de loin, soit de près, et la vision simultanée, comme je vous ai dit, la mouche sur la fenêtre. En fait, les deux yeux sont corrigés équitablement pour la vision de loin et la vision de près, et on va respecter l'équilibre et la sommation binoculaire. Et chaque œil va disposer d'une profondeur de champ et la pseudo-accommodation est monoculaire. Ça veut dire que chaque œil, il a cette pseudo-accommodation, soit donc c'est pas une accommodation, mais en fait c'est un changement des distances focales sans accommodation. C'est pour ça qu'on va appeler ça pseudo-accommodation. Le premier principe, c'est la vision alternée. C'est ce qu'on appelle une vision à translation. Et là, comme vous le voyez sur cette image fluo, il y a une partie inférieure qui est en général destinée pour la vision de près et une partie supérieure qui, en position de repos, va être sur l'axe visuel et qui est généralement destinée pour la vision de loin. Donc, en position de repos, l'œil va recevoir l'image de loin, mais quand l'œil va regarder vers le bas, cette partie inférieure va translater vers le haut et va avoir la vision de près. Comme sur cette figure. Regardez, en vision de loin, on a la pupille qui est devant la partie supérieure pour la vision de loin, mais quand on regarde vers le bas, la lentille va translater et va être la partie en vision de près va être devant la pupille. Et donc, comme vous le voyez, mes chers amis, c'est de petites lentilles. Donc, c'est des lentilles rigides. Pourquoi? Parce qu'en général, la lentille souple, elle ne va pas translater beaucoup sur l'œil. Et donc, on ne va pas pouvoir profiter de ce principe dans les lentilles souples. C'est essentiellement les lentilles rigides. Ces lentilles ont deux ou trois surfaces bien distinctes, chacune destinée à une vision. En général, la supérieure, c'est la vision de loin, l'inférieure, c'est la vision de près, et dans certaines lentilles, on peut avoir une partie pour la vision intermédiaire. L'objectif est de faire alterner devant la pupille des zones optiques de puissance différentes. Et donc, la discrimination est volontaire en fonction de la direction du regard. Et donc, comme pour les lunettes progressives, le patient, il doit apprendre à ne pas baisser la tête pour voir de près, mais seulement baisser les yeux pour avoir la pupille devant la partie où il y a la vision de près. Et pour la vision alternée, on a soit la plus simple, les lentilles segmentées. Ça veut dire vision de loin supérieure, vision de près inférieure, soit en bifocale, soit en trifocale. Et là, la vision alternée, on va avoir de loin, de près, et entre les deux, une zone intermédiaire. C'est la plus simple. Et puis, les constructeurs se sont dit, on peut faire autre chose. Et ils ont conçu des lentilles plutôt concentriques. Alors, soit concentriques progressives,
avec une vision de loin centrale et une zone de progression sur toute la lentille. D'accord? Donc, si le patient regarde droit devant lui, dans cet exemple-là, il va avoir la vision de loin. S'il va regarder vers le bas, il va avoir la vision de près. Mais aussi, s'il va regarder vers le haut, il va aussi avoir la vision de près. Et ces lentilles-là, en fait, elles ont été conçues spécialement pour les pilotes de ligne. Parce que les pilotes, ils ont l'horizon en vision de loin. Quand ils regardent vers le bas, ils vont avoir le tableau de bord. Mais n'oubliez pas que dans un avion, il y a aussi des boutons vers en haut. Donc, quand ils regardent en haut aussi, ils vont voir la vision de près. D'accord? Et puis, il y a une autre vision alternée avec une vision de loin centrale, une zone de transition et une vision de près périphérique. C'est le même principe. Ici, c'est des lunettes progressives, donc il n'y a pas de zone vraiment individualisée, intermédiaire de près, mais dans ces lentilles-là, on a une vision de loin centrale, une zone de transition et une vision de près périphérique. D'accord? هذه la vision alternée. Donc, vision alternée, je me répète, en général, c'est conçu pour les lentilles rigides, puisqu'elles se basent sur la translation de la lentille. C'est le mouvement oculaire avec cette translation qui va permettre au patient soit de regarder droit devant lui pour voir de loin, soit de regarder vers le bas, la lentille va translater et il aura la vision de près devant lui. Et puis, vous savez très bien, c'est des lentilles rigides qui vont être mobiles et qui doivent être stabilisées. Et vous savez très bien qu'il y a des systèmes de stabilisation. Vous les avez vus dans les cours précédents. On aura soit un prisme ballast, donc on va ajouter de la matière en bas pour que la partie inférieure soit fixe, puisque la partie inférieure, elle fait la correction de près. Si la lentille va commencer à tourner, le patient risque de ne pas avoir la partie où il y a la correction de près vers le bas. Sinon, on a un allègement à courbure inverse à la face externe de la partie inférieure, ce qu'on appelle le slab off, ou sinon on peut faire une troncature de la partie inférieure de la lentille pour que la lentille, cette partie-là, elle repose sur la paupière inférieure. Alors, les avantages de cette vision alternée, les fonctions visuelles sont respectées, le champ visuel, la profondeur de champ, la stéréoscopie, la vision des contrastes. Les lentilles segmentées préservent la vision nocturne, d'accord? Mais l'inconvénient, le grand inconvénient, c'est qu'on ne peut pas adapter ce mode de vision alternée aux lentilles souples. Parce que la vision est obligatoirement directionnelle et limitée au regard vers le bas, sauf pour les lentilles où c'est sur toute la circonférence. Et certains critères anatomiques sont des obstacles. Les ouvertures palpébrales atypiques. Et n'oubliez pas, mes chers amis, qu'on a parfois des sauts d'image s'il y a un passage abrupt entre la vision de loin et la vision de près, et qu'on peut avoir un inconfort lié au prisme ballast. Et seulement pour les lentilles concentriques annulaires à vision de loin centrale, la vision nocturne est perturbée par des halos qui sont liés à la mydriase qui majore la myopie nocturne. Et en fait, la nuit, on va avoir une petite mydriase et avec cette mydriase, en fait, il y a des rayons lumineux qui vont passer dans la pupille et qui viennent de la zone périphérique d'addition et ça va perturber notre patient et on aura un halo. Voilà. Il y a plusieurs lentilles en vision alternée qui sont disponibles sur le marché avec des puissances vraiment
très important, et des additions qui vont de plus 1 à plus 3 en général. D'accord? هذه الفيزيون alternée يظهر لي كملناها. Le deuxième principe, c'est la vision simultanée. Notre mouche. En fait, on va avoir une vision nette à toutes les distances, de près, de loin, intermédiaire. Et en fait, on va créer une sorte d'aberration sphérique volontaire pour avoir des rayons lumineux avec différents points focaux, différentes distances focales. Et donc, on va créer volontairement, augmenter une profondeur de champ. Et donc, comme notre cerveau, il ne va pas saisir très bien cette chose au début, et ça va nécessiter un temps d'accoutumance qui met les lunettes progressives. En fait, cette méthode, elle est fondée sur la discrimination cérébrale. On va placer devant l'œil un système optique comportant plusieurs distances focales qui vont contribuer simultanément à la formation des images. Et donc, l'ensemble de ces zones de distance focale différentes sont présentées en même temps face à la pupille, de telle sorte que plusieurs images sont produites simultanément sur la rétine. Après une période d'apprentissage initial, le cerveau va effectuer un tri qui va permettre d'éliminer les images défocalisées parasites. Ce mode de fonctionnement va restituer la profondeur de champ perdue avec la presbytie, mais c'est de l'instantané. C'est une pseudo-accommodation. Et on va apporter un parcours accommodatif artificiel de manière passive au presbyte sans accommoder. La vision simultanée. En fait, le plus grand problème des visions simultanées, c'est la pupille. C'est un fonctionnement qui est presque toujours pupillodépendant, il dépend de la pupille. La zone optique de la vision de près, on la met généralement au centre. Mais la totalité de la zone optique, aussi bien de loin que de près, ne doit pas dépasser les 4 mm centraux. Donc, dans les 4 mm centraux, on aura la zone de vision de près, de loin et intermédiaire, pour que toutes les zones de vision se trouvent face à la pupille à tous les moments. Donc, pour un bon fonctionnement, il faut des lentilles très bien centrées sur la cornée et qui soient peu mobiles. Et donc, qui dit une lentille peu mobile, très bien centrée, bien entendu, on parle de lentilles souples qui remplissent ces conditions-là. Mais les lentilles rigides, vous le savez très bien, elles translatent sur l'œil. Donc 90%, donc 99%, la vision simultanée, c'est les lentilles souples, et on va garder les lentilles rigides pour la vision alternée. Sachez qu'il y a une lentille bifocale diffractive qui est pupillo-indépendante, ce n'est pas très important. Et sachez qu'on a aussi des lentilles indépendantes du centrage qui sont faites d'anneaux concentriques, vision de loin, intermédiaire, de près, de loin, intermédiaire, de près. C'est des lentilles multizones, il y a des cercles concentriques et cette géométrie multizone n'est pas sensible au décentrement. Mais sachez que les variations du diamètre pupillaire en fonction de la luminosité vont privilégier l'une ou l'autre des visions. Pour la vision simultanée, puisque c'est des lentilles souples, on va avoir
plusieurs fréquences de renouvellement, un jour, 15 jours, un mois, 3 mois, etc. Plusieurs designs. Et puis, on peut avoir soit une vision de près centrale, soit périphérique, mais en général, la vision de près, elle est centrale. Plusieurs matériaux et les profils d'addition sont soit uniques, soit multiples. Pour la vision simultanée, vous savez très bien, en lentille de contact, la vision est confortable, à toutes les distances, dans toutes les directions, en haut, en bas, à droite, à gauche, au centre. On a un champ visuel qui est correct, une profondeur de champ qui est non plus préservée, mais qui est augmentée, et on a une vision intermédiaire qui est privilégiée. Mais sachez que notre petit cerveau, il aura à apprendre des choses. Donc, les meilleurs résultats sont obtenus avec le temps. Et puis, le fait que notre vision soit pupillo-dépendante va entraîner des contraintes d'intensité lumineuse, de centrage. Ainsi, pour une bonne vision de près, il faut vraiment avoir une bonne luminosité. Donc, la vision dans le pénombre et la nuit sont les points faibles de notre vision simultanée. Plusieurs constructeurs ont fait des lentilles souples en vision simultanée. Alors, en général, la géométrie, c'est une vision de près centrale et il y a des additions qui vont différer. On a low, medium ou high addition pour plus 1 à plus 3 et les puissances existent sur le marché. D'accord, donc, le premier principe qui est celui de la multifocalité, on a deux genres de lentilles, soit des lentilles souples en vision simultanée, soit des lentilles rigides en vision alternée. La vision simultanée, c'est avoir en même temps des distances focales différentes sur la rétine et c'est le cerveau qui va choisir l'image qu'il veut voir. Et ça nécessite une accoutumance. La vision alternée, en fait, c'est la direction du regard qui va permettre au patient de voir soit de loin, soit de près. Et ça ne nécessite pas d'accoutumance. Pour la vision simultanée, il y a des contraintes de luminosité puisqu'elles sont pupillo-dépendantes. Et j'espère que vous avez saisi la première partie de notre cours. Actuellement, la vision simultanée, il y a des lentilles journalières qui sont présentes sur le marché. Bien entendu, le choix n'est pas aussi vaste que les lentilles qui durent 1, 2 ou 3 mois. C'est une vision de près uniquement. Et bien entendu, vous savez, importance d'un bon éclairage et d'un bon centrage de notre lentille. Plusieurs lentilles journalières en vision multifocale existent et par plusieurs constructeurs. Donc, un petit tableau récapitulatif des lentilles multifocales. La simultanée, c'est des lentilles souples. L'alternée, c'est des lentilles rigides. Il n'y a pas de perte de contraste dans les deux cas. Le principe d'une simultanée, c'est la discrimination cérébrale. Le deuxième principe de l'alternée, c'est la translation de la lentille. La vision simultanée doit avoir une lentille centrée peu mobile. La vision alternée, on doit avoir une lentille mobile. Et voilà. Deuxième principe, c'est le principe de la monovision et que j'ai appelé Winston Churchill. Winston Churchill, vous le connaissez tous, il était myope d'un œil et hémétrope d'un œil. Donc le mec, il pouvait très bien regarder son public et lire son discours
sans avoir à porter ses lunettes. C'est le même principe qu'on va utiliser pour corriger nos presbytes en lentille de contact en monovisé. Je m'explique. C'est un principe qui est simple. L'œil directeur de loin va être corrigé pour la vision de loin. L'autre œil va être corrigé pour la vision de près. Donc, à tout moment, un œil va recevoir une image claire et l'autre une image brouillée. Quand on regarde de loin, l'œil directeur va avoir une image claire de loin, l'autre œil aura une image brouillée de loin, mais quand on va regarder de près, l'autre œil aura une image claire de près et l'œil directeur va avoir une image brouillée de près. À terme, le cerveau va éliminer l'image délocalisée, mais sachez que ce principe de monovision, il est vraiment influencé par l'importance de la dominance oculaire. Donc, cette monovision, on peut l'indiquer si vraiment il n'est pas nécessaire d'avoir une vue pointue et continue. On ne va pas faire ça pour un pilote de ligne. D'accord? Ou pour toutes les personnes qui doivent avoir une vue pointue et continue. Le principe de monovision est fonction de la métropie. Chez les métropes, surtout au début de la presbytie, cette hémétrope ne va porter qu'une seule lentille pour la vision de près sur un œil pour ne pas altérer sa vision de loin. D'accord? L'astigmate, en fait, non. L'astigmate, en fait, on va commencer par des lentilles multifocales, mais si les lentilles multifocales se sont révélées inefficaces et décevantes pour lui, on peut essayer d'indiquer une monovision. L'anisométrope, c'est le candidat idéal. Le cerveau est déjà conscient qu'il a un œil qui voit bien et un autre qui ne voit pas très bien, et donc le principe de monovision s'adresse à cette personne. Et le petit myope qui porte déjà des lentilles et qui va porter une seule lentille pour la vision de loin. L'autre œil, myope, non corrigé, va être voué à la vision de près. Et puis n'oubliez pas que l'équilibre oculomoteur est très important quand on a une absence de vision binoculaire. C'est très bien. Ça va favoriser la monovision. Sachez qu'il vaut mieux une faible dominance oculaire, sinon le patient il va avoir vraiment des perturbations sensorielles et il ne va pas trop supporter la monovision. Bien entendu, les contre-indications, c'est un patient qui va exiger une vision spécifique et pointue, conduite de nuit, lecture prolongée, vision intermédiaire pour les informaticiens, les musiciens, vision stéréoscopique qui doit être respectée chez les dentistes, les chirurgiens, les bijoutiers. Donc, il ne faut pas leur faire de monovision. L'hypermétrope ne tolérera pas la monovision. Et les grandes anomalies de vision binoculaire ne peuvent pas être adaptées en monovision. Alors, les conséquences d'une monovision.
On va prendre le meilleur œil de loin, on va l'adapter de loin. Le meilleur œil de près, on va l'adapter de près. Et donc, l'acuité visuelle de loin ou de près ne semble pas sensiblement perturbée en éclairage photopique. Mais sachez qu'on va perdre cette vision binoculaire et donc il y aura une petite gêne quand même, surtout en vision mésopique et scotopique. Le champ visuel va être perturbé, il n'y a plus presque de vision binoculaire, surtout pour le champ central. Et puis, sachez que si on va adapter un seul œil, on aura un petit problème esthétique, soit un ptosis relatif, soit un blépharospasme unilatéral qui peut gêner nos patients. Et bien entendu, on aura un problème de la vision des contrastes avec la monovision, surtout en faible luminance. Bien entendu, on va perdre la vision stéréoscopique, surtout si l'addition est forte. Et sachez que cette perte de vision stéréoscopique, le cerveau peut s'adapter et cette adaptation va prendre de quelques minutes à 3 mois avec une moyenne de 3 semaines. Les avantages de la monovision, c'est qu'on peut utiliser ce qu'on veut, lentille souple, rigide, sphérique, torique, comme on veut. Il s'agit d'une adaptation simple, sans risque. La vision globale en ambiance photopique est performante. Et c'est vrai qu'elle est décevante en vision intermédiaire, mais des solutions existent. On peut remplacer la lentille de près par une lentille multifocale. Et comme ça, on va avoir un autre type de monovision et je vais vous en parler dans un instant. L'inconvénient de la monovision, c'est que des lunettes complémentaires sont souvent nécessaires, surtout pour les tâches pointues. La rivalité binoculaire est déterminante. La vision nocturne et la vision des contrastes sont vraiment très perturbées, ainsi que la vision binoculaire. Et le succès d'une monovision, il est limité par 3 principaux facteurs. La dominance oculaire, l'obtention d'une bonne vision intermédiaire et l'altération de la vision stéréoscopique. Les perspectives, c'est une monovision avec multifocalité et c'est ce qui va créer une pseudo-accommodation monoculaire et bicoculaire. Le premier principe de la monovision, c'est la monovision aménagée. On va donner une lentille monofocale pour l'œil de loin et une lentille multifocale pour l'autre œil. Donc, la vision de loin, elle est intacte et on peut préserver une sommation binoculaire pour la vision intermédiaire. On peut aussi proposer des lentilles multifocales avec la correction exacte de loin sur chacun des yeux, mais avec des additions différentes pour que l'acuité visuelle de loin sur l'œil de loin ne soit pas très gênée par cette multifocalité et pour avoir une bonne vision de près grâce à la lentille multifocale avec la plus grande addition. Et bien, la monovision aménagée. Et puis, on peut avoir la modified monovision. Les deux lentilles multifocales de même géométrie, de même addition, mais avec une surcorrection positive en vision de loin, d'au moins 0,5 à 1 dioptrie pour l'œil de près.
et ça va aider à la sommation binoculaire en vision intermédiaire et bien entendu, la vision de loin ne sera pas touchée sur l'œil de loin. Le troisième principe de la monovision avec multifocalité, c'est la Balanced Progressive Technology. L'œil de loin est corrigé par une lentille multifocale concentrique à vision de loin centrale, ce qui va favoriser la vision de loin sur cet œil-là, avoir une très bonne vision de loin avec cet œil-là. Et l'œil de près, il va être corrigé par une lentille multifocale concentrique de même puissance, mais à vision de près centrale. C'est le principe des géométries inversées. Plusieurs constructeurs ont fait ces lentilles-là et vous avez des additions différentes et des puissances différentes et on va voir vision de loin centrale, distance, vision de près centrale pour les narrow, l'œil de près. Ben, premier principe, multifocalité, vision alternée et vision multifocale et vision multifocale. Le deuxième principe, c'est la monovision, qu'elle soit monovision simple ou soit aménagée, soit modifiée, soit en géométrie inversée. Le troisième principe, c'est l'hypermétropie saturée, l'hypervision. Et bien entendu, comme son nom l'indique, elle ne s'applique qu'aux hypermétropes. Pourquoi les talents aiguilles? Vous savez, quand on est petit de taille, on peut céder d'un talent pour gagner quelques centimètres et arriver à faire les tâches quotidiennes. Le même principe s'applique à l'hypermétrope. Vous savez, notre hypermétrope, il accommode 24 heures sur 24 en permanence pour ramener le foyer image sur la rétine. Notre hypermétrope, il est obligé d'accommoder pour voir net de loin. Cet hypermétrope, c'est un champion de l'accommodation. Son muscle ciliaire est très bien entraîné. Et donc, quand il va voir de près, il va nécessiter un effort d'accommodation beaucoup plus important que chez les métropes ou le myope. Donc, la réserve accommodative d'un œil hypermétrope non corrigé, elle est importante. La réserve accommodative, c'est ce qui reste à l'œil pour accommoder. C'est un muscle ciliaire sollicité en permanence, à la différence des myopes, et donc la réserve accommodative d'un hypermétrope est vraiment très, 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 très importante. Nous, on va utiliser ce principe. On va essayer de corriger l'hypermétropie totale en vision de loin. Vous savez que nous, en général, on va corriger l'hypermétropie manifeste, ce qu'on appelle, nous, la correction totale. Mais sachez qu'il y a aussi une hypermétropie latente. Et on va essayer de corriger l'hypermétropie totale. Pourquoi? Pour réserver le reste d'accommodation à la vision de près. On va saturer notre hypermétrope et le corriger par une correction tellement importante qu'on va aller jusqu'à la limite de la chute de l'acuité. Vous savez, un hypermétrope, vous pouvez lui ajouter des verres positifs et il va quand même voir une bonne vision. On va ajouter une correction et saturer cet hypermétrope pour essayer
de corriger l'hypermétropie totale. En fait, ce mode de correction, il va libérer le parcours accommodatif de cette hypermétrope, pas pour la vision de loin, mais pour la vision de près. Et sachez que plus l'hypermétropie est forte, plus les résultats sont spectaculaires. Au test rouge-vert, légère prévalence dans le rouge est recommandée, contrairement à la correction optique optimale. Vous savez qu'on veut laisser notre patient toujours dans le vert hypermétrope, mais là, on va aller un tout petit peu plus, on va le surcorriger, d'accord? On va soulager l'accommodation, on va soulager la convergence, et il sera surcorrigé de loin. Et cette surcorrection, cette hypervision, elle va nous permettre de récupérer les possibilités du parcours accommodatif de notre patient pour la vision de près. Méthode simple, efficace. Elle va concerner les hypermétropes supérieures à 2 dioptries, surtout s'il s'agit de jeunes presbytes, et c'est une bonne alternative en attendant de passer à la multifocalité. Cette méthode n'est pas applicable aux petits hypermétropes, que la correction totale risque de leur priver de leur hypervision naturelle sans correction et qui tirera un meilleur bénéfice des lentilles multifocales. La technique d'adaptation va saturer au maximum l'hypermétropie et puis essayer une lentille de plus 0,75 plus puissante. Je m'arrête. En lunettes portées, on a un patient qui porte plus 2 avec une addition de plus 1. D'accord? Quand on va corriger notre patient en esprit lentille, le plus 1, on va corriger notre patient avec plus 2,5 œil droit, plus 2,75 œil gauche, et on a utilisé la méthode du brouillard. D'accord? C'est la limite supérieure. Et là, on va rajouter plus 0,75 dioptries et on va prescrire des lentilles unifocales plus 3,25 œil droit et plus 3,50 œil gauche. Vous avez compris? Donc, normalement, notre correction, c'est plus 2,5 œil droit, plus 2,75 œil gauche, et on va rajouter sur ça plus 0,75. Donc, notre patient, il va être saturé de loin, il va très bien voir avec plus 3,25 œil droit, plus 3,50 œil gauche, et il va très bien voir aussi bien de loin que de près parce qu'on lui a libéré son parcours accommodatif qui va utiliser non pas pour la vision de loin, mais pour la vision de près. Les avantages, c'est une grande simplicité avec la possibilité d'utiliser cette méthode pour tout type de lentilles, rigides, souples, toriques, renouvellement fréquent. Tout type de port est possible. Et un port continu peut être un avantage pour ces patients, pour des patients très hypermétropes, pour qui les manipulations sont difficiles. Il n'y a pas de perte de contraste, ni de perte de la stéréoscopie, mais en début d'équipement, sachez qu'on aura une légère pénalisation de la vision de loin, parce que c'est des personnes qui sont habituées à être sollicitées. En fait, le muscle ciliaire, il est habitué à être sollicité de façon continue toute sa vie. Et au début, il va avoir une légère pénalisation. N'oubliez pas aussi que la vision de près, elle va être limitée, surtout si la presbytie est avancée,
on va espérer de gagner 1 à 2 dioptries de parcours accommodatif, mais si la personne elle a 60 ans, sa presbytie est avancée, on ne peut pas utiliser d'hypermétropie saturée. Et n'oubliez pas que les lentilles d'hypermétrope sont des lentilles lourdes et qui peuvent se décentrer ou même tomber. Donc, pour récapituler encore une fois, on a la vision multifocale, qu'elle soit simultanée par des lentilles souples et alternée par des rigides. La vision simultanée, c'est l'adaptation la plus fréquente. Elle nécessite une discrimination cérébrale. La vision alternée, elle nécessite une translation de la lentille. La monovision, c'est des lentilles souples ou rigides monofocales. Elle est utilisée en deuxième intention après échec des lentilles multifocales. Soit vision simple ou aménagée ou modifiée ou à géométrie inversée. Et finalement, on a l'hypermétropie saturée. Elle est indiquée chez les hypermétropes supérieures à 2 dioptries et on va corriger totalement l'hypermétropie en la saturant de plus 0,75 dioptries. On peut avoir d'autres techniques d'adaptation des presbytes, soit des lentilles de loin avec des lunettes de près. Les lentilles jetables journalières vont corriger la vision de loin et une paire de lunettes de près est rajoutée pour les activités de près. Mais sachez que les demandeurs de lentilles de contact, en général, refusent le recours à ces lunettes, même pour une activité occasionnelle. Donc, il ne faut pas espérer que ces patients les indications Tawa. Plusieurs choses entrent en jeu. Le type de personnalité du patient. Il faut éviter tous les rêveurs qui rêvent de garder leur vision dès 20 ans. Du type de port souhaité. Un port occasionnel ne va pas laisser le temps au cerveau de faire le tricortical. Le patient ne va pas aussi s'entraîner pour la manipulation des lentilles. N'oubliez pas les antécédents contactologiques de notre patient. Un ancien porteur sera plus apte à accepter ces lentilles de presbyte qu'un presbyte qui n'a jamais porté de lentilles de contact. Entre en jeu aussi les besoins visuels, l'état de la surface oculaire, la métropie, l'environnement, la climatisation, l'éclairage, le travail sur écran. Chez l'hypermétrope, c'est le patient le plus simple à équiper. En général, c'est des nouveaux porteurs. Si l'hypermétropie est supérieure à 3-4 dioptries, on va faire la saturation de l'hypermétropie en lentille unifocale pour retarder au maximum l'adaptation en lunettes multifocales. Les myopes déjà porteurs de lentilles de contact gardent une accommodation dynamique. C'est une bonne indication aux lentilles à géométrie inversée en première intention ou des lentilles à vision de loin centrale. Et s'ils n'ont jamais encore porté de lentilles, on va essayer une monovision avec une seule lentille sur l'œil de loin en cas d'amétropie faible ou des lentilles à géométrie inversée avec une forte addition ou des lentilles à vision de loin centrale. Et n'oubliez pas que chez les anisométropes, l'œil préférentiel est en général le même, aussi bien de loin que de près, puisque l'autre œil est en général amblyompe. Chez les métropes, il ne faut jamais lui brouiller la vision de loin, ce qui va imposer une lentille à faible addition. Et si la presbytie est importante, on peut avoir recours à une monovision aménagée. Pour l'astigmate, on commencera, si l'astigmatisme est faible, par gommer sa correction torique, lui faire une prescription par lentille sphérique seulement. Sinon, on va s'orienter vers une lentille torique. Et si vraiment il y a un grand astigmatisme cornéen,
on préférera une lentille rigide en première intention. L'anisométrope, c'est vraiment un problème. Si elle est faible ou modérée, la vision binoculaire peut être conservée, donc on s'orientera vers les géométries inversées. Mais si l'anisométropie est supérieure de dioptrie, l'œil le plus myope va être utilisé pour la vision de près. En l'absence d'alternance, le même œil est utilisé pour toutes les distances. Et là, les seules lentilles qui vont nous donner satisfaction, c'est les lentilles segmentées rigides qui donnent un bon résultat visuel. Pour les amétropies fortes, les mouvements de la lentille sont incompatibles avec une acuité stable. Les lentilles chez le myope vont être aspirées vers le haut, le fameux happage. Chez l'hypermétrope, c'est la chute des lentilles qui vont glisser sous la paupière inférieure ou même tomber. Et chez l'astigmate, c'est les lentilles toriques qui vont tourner. Pour ces fortes amétropies, le choix de lentilles rigides à hyper DK sont conseillés et on peut même choisir à grand diamètre pour mieux les stabiliser. Allez, je finis bientôt. Je vous remercie pour votre courage. Tips and tips. La pupille des myopes est souvent plus grande qu'un sujet hémétrope, donc le centrage est vraiment très important. Le myope sera plus exigeant en vision de près. Si on a une puissance forte, il faut augmenter le diamètre pour alléger. Pour les amblyopes, on va s'orienter vers les lentilles segmentées car il n'y a pas de tricortical. Et si les paupières sont atones, il faut aller vers les grandes lentilles à vision simultanée. Pour l'adaptation, les lentilles doivent être posées au moins 1 heure. Et on va contrôler l'acuité et ça peut nécessiter un ajustement. L'acuité se fait en vision binoculaire et on va optimiser notre correction par un cylindre croisé de Jackson. On va vérifier le positionnement de la lentille, la mobilité au clignement, le après-clignement efficace, et on va regarder l'aspect de la surface, surtout la mouillabilité de notre lentille, et n'oubliez pas de conseiller à vos patientes de se maquiller en dehors du bord libre des paupières. Voilà, pour conclure, les lentilles de contact peuvent être un moyen efficace de correction de la presbytie, une connaissance parfaite des principes de correction de la presbytie, ainsi qu'une analyse du type de porteur et de la métropie sous-jacente vont conditionner le succès de l'adaptation. Je vous remercie pour votre patience.